je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyade Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Juju, gynécologue obstétricienne et autrice-illustratrice. A priori, deux métiers qui n'ont pas grand-chose en commun, mais vous allez vite comprendre que suivre sa propre route sans se soucier du regard des autres, c'est un peu sa marque de fabrique. Ça commence dès les études de médecine, que ses parents, pourtant tous deux médecins, lui déconseillent de faire. Puis un changement de spécialité pendant son internat, entrecoupé de 6 mois de pause pour faire le tour du monde, à une époque où ce n'est pas franchement valorisé. Dans cet épisode, Juju va vous raconter ce qu'elle aime dans ce métier prenant et difficile à exercer aujourd'hui, tant la crise que traverse l'hôpital est intense. Comment elle gère sa vie de famille avec le rythme des gardes, mais aussi sa relation aux réseaux sociaux et comment elle s'est retrouvée avec plus de 80 000 followers alors qu'au départ, elle voulait juste publier une BD. Moi, c'est Juju. Dans la vraie vie, je suis gynécologue obstétricienne et j'ai aussi une autre vie sur les réseaux sociaux où je suis Juju la Gigi, Gigi comme gynéco. Et là, je fais de la vulgarisation en santé et principalement en santé de la femme. Et puis, je suis aussi autrice, illustratrice. Au collège, j'avais une envie très très forte d'être vétérinaire. Et en fait, ce qui m'a détournée de ce métier, c'est rigolo, c'est une voisine qui m'a dit « Ah mais c'est génial, si tu fais vétérinaire, tu pourras travailler dans les abattoirs, tu gagneras beaucoup d'argent. » Et ça m'avait glacée. Et puis je m'étais dit que j'allais sûrement m'ennuyer avec les chiens et les chats. Assez vite, je me suis dit que je préférais soigner les humains, que ce serait probablement plus enrichissant. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers la médecine. J'avais pas du tout choisi la gynéco-obstétrique au départ, parce qu'en fait c'est un métier et c'est une partie de la vie des gens quand on est enfant, adolescent, qu'on ne connaît pas du tout. Je ne savais même pas que le métier de sage-femme existait, par exemple. Et donc, moi, je voulais faire de la génétique, parce que ça me parlait. Il y avait de la science, ça paraissait vraiment bien intello, ça semblait bien pour moi. Et puis, le coup de cœur, c'est en stage. En stage, j'ai découvert la gynéco-obstétrique et c'est une spécialité, en fait, c'est assez simple. Quand tu arrives en stage en gynéco-obs, soit tu adores, soit tu détestes, mais ce n'est pas une spécialité qui laisse les gens indifférents. Et à l'époque, moi, j'ai fait un bac S avec option maths parce qu'on m'avait conseillé de faire ça. A posteriori, j'aurais mieux fait de faire option bio, je me serais plus éclatée, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, à l'époque, il y avait une première année pour médecine avec un concours d'entrée qui te permettait ensuite d'accéder au tronc commun médical. Et à la fin des 6 premières années médecine, tu avais l'internat où tu choisis ta ville et ta spécialité. Mes 2 parents, qui étaient à l'époque généralistes pour mon père et pédiatres pour ma mère, me disent « Non mais ne fais pas médecine, surtout ne fais pas ça, c'est horrible, tu verras dans 10 ans on manquera de médecins ». Donc comme quoi c'était quand même déjà quelque chose à l'époque, il y a plus de 20 ans, qu'on savait. Et pendant toute ma première année de médecine, mes parents, qui par ailleurs me soutenaient en gérant le quotidien, les lessives et la bouffe et voilà, me déposaient des petits articles sur mon bureau qui expliquait à quel point c'était compliqué de faire médecine, à quel point ça allait devenir compliqué dans l'avenir d'être médecin, pour me dissuader. Et pas de bol pour eux, j'ai eu ma première année en primante, c'est-à-dire que j'ai tout de suite eu mon concours. Et je me souviens qu'à la fin de cette année, ils m'ont dit « Bon, on sait qu'on t'a pas trop poussé, mais on est quand même fiers de toi. » En 5e année, je crois, je fais ce stage en obstétrique et je me dis « Waouh, c'est génial !» D'abord parce que le stage était fait de façon à ce qu'on soit assez autonome. C'est-à-dire que très vite, j'ai vu des patientes seules. Je faisais l'interrogatoire, l'examen clinique, parfois même l'échographie. Puis j'allais voir mon interne en lui disant « Voilà, je pense que cette patiente, elle a ça, 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 j'ai vu ça, 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 et je pense que je ferai ça comme traitement. » Et l'interne revenait juste valider ma conduite à tenir. Et ça, c'était hyper nouveau parce que souvent, quand on est externe, donc étudiant en médecine, eh ben, on suit la visite, on pousse le chariot et on a très peu d'autonomie. Et ça, c'était hyper nouveau. Et puis, ce que j'ai tout de suite aimé dans la gynéco-obstétrique, c'est qu'on n'est pas dans la maladie, notamment quand on fait les accouchements, on est dans quelque chose de normal et ça doit le rester. Et notre mission, c'est que ça reste normal, que les gens restent en bonne santé. Et on n'est pas en train de soigner des gens malades et d'essayer de leur rendre la santé. On est il y a une personne enceinte et il va falloir livrer 2 personnes bien portantes. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je sors de ce stage en me disant, ma vie, c'est ça.
Je veux être obstétricienne, vraiment j'adore. Et puis à l'époque, je suis en couple avec un gars qui veut être chirurgien viscéral infantile, avec une passion très forte, avec une envie de s'engager sur l'hôpital démente. Et je me dis, notre vie va être un enfer, c'est-à-dire que on sera jamais à la maison, on sera tout le temps de garde tous les deux, et en tant que femme peut-être, ou je sais pas, enfin en tout cas, c'est pas sa demande à lui, mais moi je me dis, je peux pas faire cette spécialité-là, donc je vais faire autre chose que j'aime bien quand même, à savoir de la gastro-entérologie. Je fais 6 mois dans un service de l'AP-HP, dont nous tairons le nom, où je suis vraiment maltraitée. Vraiment, les internes, on n'est pas considérés, on bosse comme des tarés, la spécialité m'intéresse pas du tout, et je me dis, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Je me dis, mais peut-être c'est juste ce stage qui est naze, et donc je décide d'aller faire 6 mois dans un service connu pour être bien traitant, connu pour être sympathique, et je me fais toujours autant chier. Et donc au bout de 1 an de gastro-entérologie, je fais un remords. Et donc, je choisis de faire obstétrique avec 1 an de retard. Et en fait, finalement, je pense que c'est salutaire, parce que si j'avais fait obstétrique d'emblée, qui est une spécialité extrêmement demandante, où à l'époque, l'internat, le respect du repos de garde n'était pas quotidien, donc je faisais des semaines globalement de 80 heures, parfois 100 heures sans repos. Je pense que si je l'avais fait d'emblée, j'aurais fait mon burn-out et je me serais désintéressée de cette spécialité, alors que là, finalement, je l'ai choisie en conscience en me disant, bah, je peux rien faire d'autre, c'est vraiment ça ma vie. Une fois que je suis repassée sur l'obstétrique, y a un internat qui dure 5 ans. Maintenant, c'est 6. À l'époque, c'était 5. Donc, c'est des stages de 6 mois où tous les 6 mois, tu changes d'hôpital, tu changes de service, tu te refais une expérience et une expertise dans une nouvelle maternité, dans un nouveau service. Et au bout de ces 5 ans, là, tu passes ta thèse, tu soutiens ton mémoire de spécialité et tu es officiellement docteur. Donc, tout ça après 11 ans et maintenant 12 ans d'études. Il y a eu beaucoup de moments de doute parce que, encore une fois, c'est une spécialité qui est dure avec, quand tous tes potes, ils ont fini leurs études et le soir, ils vont boire des coups et après, ils partent en vacances et puis ils partent en week-end, toi, en fait, tu peux pas parce que tu es de garde, tu peux pas parce que, à Noël, t'es pas en famille parce que, tu es à l'hôpital, des fois la nuit aussi. Plusieurs fois, je me suis dit que j'allais pas tenir et qu'il allait falloir que j'arrête, que j'allais y laisser ma santé. Et puis vraiment, j'aime trop cette spécialité, donc j'y suis retournée à chaque fois. Ce qui m'a permis, je pense, de tenir mon internat et de pas craquer sur la route, c'est que j'ai pris quand même du temps. J'avais vraiment besoin à un moment de faire une pause. Je trouvais que l'internat, c'était long et difficile, même si c'est passionnant. Et donc, j'ai pris 6 mois pour faire le tour du monde et c'était génial. Ça se fait beaucoup plus aujourd'hui, mais à l'époque, ça se faisait pas. On m'a dit, tu vas être nulle, tu seras jamais une bonne gynéco, t'auras jamais de poste derrière, tout le monde va voir que tu t'es arrêté 6 mois. J'ai eu un peu de pression. Et j'ai tenu bon et c'était super. Enfin, vraiment une expérience incroyable de tout à coup tout couper. Enfin, tout couper. Je suis quand même rentrée au milieu pour passer mes examens de fin d'année. Je suis partie à l'époque, j'étais pas en couple. J'ai rencontré mon homme formidable avec qui aujourd'hui j'ai 3 enfants juste au retour de ce tour du monde. Donc c'était super. C'est vrai que c'est compliqué pendant l'internat de construire une vie de famille. Moi, j'ai eu mon premier enfant, mon aîné, en fin d'internat et j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'avais repris 6 mois quand il est né pour pouvoir m'occuper de lui les 6 premiers mois parce que les stages d'internat ne sont pas validés si tu n'as pas pu être présent au moins 4 mois. Si donc ton congé mat tombe pas bien sur ton stage, de toute manière, tu peux pas le valider. Donc je voyais pas trop l'intérêt d'aller en stage et en plus de pas valider mon stage et de pas être avec mon bébé en bossant 80 heures semaine. Donc bref, j'ai pris 6 mois quand il est né. Et quand il a eu 6 mois, j'ai repris l'hôpital et là, ça a été quand même assez violent. C'était un stage passionnant dans une maternité que j'ai adorée, mais où on n'avait pas de respect du repos de sécurité après les gardes. Donc j'arrivais le matin à 8 heures au boulot, je repartais le lendemain vers 16 ou 17 heures quand j'avais de la chance. Donc après presque 34 heures, une trentaine d'heures de taf non-stop continu, récupérer mon bébé sans avoir dormi, que j'avais pas vu depuis la veille. C'était un petit peu dur, ouais. À l'époque, en plus, je faisais ma thèse, donc le week-end, la nuit, j'allais dans les archives de l'hôpital, sortir des dossiers à analyser pour faire ma thèse. Et j'ai un peu eu l'impression, ces 6 mois d'internat, qui étaient mes 6 derniers mois d'internat, d'être un fantôme à la maison. Et ça a été une période que j'ai trouvée un peu raide, ouais. J'étais très fière quand j'ai passé ma thèse, c'était un moment important, mais je pense comme chacun, on prête serment, il y a un côté symbolique qui est assez fort. Et ensuite, tu es médecin et surtout, tu es médecin responsable avec personne derrière toi. Donc ensuite, tu fais en général un post-internat, c'est-à-dire que tu n'es pas tout de suite lâché dans la nature, tu es soit chef de clinique, soit assistante. Moi, j'étais assistante dans un hôpital qui faisait environ 3000 naissances par an, où j'étais très bien et très heureuse pendant ces 2 années. Mais la nuit, ça y est, tu es seule.
C'est-à-dire qu'il y a un bébé coincé, tu dois le sortir, tu n'as plus personne derrière toi pour t'aider. Donc c'est quand même beaucoup de responsabilités et en même temps un aboutissement. Après 12 ans quand même, tu es content d'en arriver là. Et c'est une période chouette de ma vie où j'ai eu aussi mon deuxième et où tu te sens épanouie en tant que docteur, c'est très agréable. Après l'assistanat, j'ai passé mon concours pour être praticien hospitalier. En gros, c'est médecin de la fonction publique et travailler dans les hôpitaux publics. Pour moi, c'était une évidence. J'avais pas du tout envie de m'installer en ville ni d'être en libéral. J'avais envie d'être à l'hôpital et de continuer à faire des accouchements. Et donc, je prends ce poste de PH et j'ai en moi très profondément cette envie de faire un livre. Un livre dessiné. Tu vois, c'est marrant, ça me file la chair de poule de te raconter ça. Ça fait 10 ans que je griffonne sur des carnets des tonnes d'anecdotes, un peu comme un exutoire d'hôpital, que j'ai envie d'en faire quelque chose et je ne sais pas comment le faire. Et puis, je suis enceinte de mon 3e enfant. J'ai un long congé maternité et je me dis, j'ai jamais le temps de rien faire dans la vie. Là, j'ai du temps. Bon, j'ai un bébé, mais j'ai du temps. C'est maintenant. Et à l'époque, j'habitais à Paris. Je vois qu'il y a une école de BD à un quart d'heure en vélo de chez moi. J'appelle le directeur, je lui dis, voilà, je suis gynéco, je veux faire un livre, je veux venir dans votre école de BD, comment ça se passe? Et là, le gars me dit, bah, viens avec tes planches, viens avec tes dessins et on en parle. École de BD Cézanne, si ça branche quelqu'un de faire ce parcours-là un jour. Il me dit, il y a quelque chose à faire, viens à la formation professionnelle, c'est 1 jour par semaine et on va t'accompagner sur ton projet de bande dessinée. Je quitte l'hôpital. Je me mets en disponibilité, je trouve un poste à côté où je bosse à temps partiel, un temps partiel qui fait quand même 40 heures semaine, mais qui me permet de libérer tous mes lundis pour faire cette formation de 6 mois et créer mon projet de bande dessinée. Je monte mon dossier pour bande dessinée, je l'envoie dans des maisons d'édition, je m'étais donné 1 an pour ça, il me restait quelques mois, et là il ne se passe rien. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce que les maisons d'édition me rappellent en disant « Oh, mais Juju, votre projet est formidable, bien sûr, on signe avec vous tout de suite, allez-y, venez !» Mais en fait, pas du tout. Il se passe rien, personne me répond, le calme plat, le silence radio, et je me dis « Bah mince, j'ai tout mis entre parenthèses pendant 1 an, et je vais foirer. Ça me saoule. » Et là, les gens me disent, en fait, il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux. Il faut que tu crées une page Instagram, que tu montes tes dessins, et c'est comme ça que ça va marcher. Et moi, il faut savoir que j'ai une sainte horreur des réseaux sociaux. Je ne comprends pas l'intérêt de la chose, donc je refuse de faire ça. Et puis, il se passe toujours rien. Je vois le chrono qui passe. Il me reste 3 mois avant de devoir reprendre le taf et d'être à la fin de ma dispo. Et donc, je crée la page Insta Juju la Gigi, un peu comme ça, sans y croire. Et alors, surprise, le truc se met à marcher hyper vite et hyper bien. Donc je comprends pas trop ce qui se passe. Et rapidement, j'ai des centaines puis des milliers d'abonnés. Je me dis, bah, ah ouais, c'est marrant. Et ça marche. C'est-à-dire que je suis contactée par une maison d'édition qui me dit, en fait, on voudrait bosser avec vous. Incroyable. Là, je suis... j'ai des poils encore. Là, je suis toute fofolle. Le truc de fou, c'est-à-dire qu'en plus, du coup, il y a une 2e maison d'édition qui s'intéresse à mon travail. Donc... je décide de partir avec First, là, que vous voyez là. Et le truc a marché puisque ça s'est transformé en livre illustré. Et ça, c'était ça, c'était le rêve de ma vie. Alors, j'ai plein d'autres rêves dans ma vie, mais en tout cas, il y avait celui-là, de faire un bouquin illustré de gynécologie. Et donc, je suis hyper contente. Donc, je commence à travailler sur le livre, donc je reste en dispo pour pouvoir continuer à bosser sur le livre en même temps que je continue à être gynéco parce que je voulais pas tout lâcher. Et je continue à entretenir la page Instagram. Et là, c'est vraiment une folie parce que la page, elle continue à monter, à monter. Et puis là, je commence à recevoir des témoignages de gens qui me disent « Merci, grâce à vous, je suis retournée chez la gynéco. J'ai refait un frottis, ça faisait 10 ans que j'en avais pas fait. Une patiente qui m'a dit, bah, après votre vidéo sur l'autopalpation, j'ai découvert mon cancer et j'ai pu être soignée en temps utile. Et là, je me suis dit, en fait, faut pas que j'arrête ce que je suis en train de faire. Parce que mon projet initial, c'était, j'arrête les réseaux dès que j'ai fait le livre. Et donc, je me dis, mais je peux pas arrêter ça. C'est vraiment un média génial, quoi. Et puis, il y a un truc qui m'énervait beaucoup, c'est que souvent, quand j'entendais des gynécos à la radio ou à la télé, je me sentais pas forcément représentée par leurs paroles. Et je me suis dit, mais cette parole, je vais peut-être pouvoir finalement la prendre moi. Et puis comme ça, au lieu de râler que j'aurais voulu qu'on dise ça ou ça, bah, je pourrais dire ce que j'ai envie de dire. Puis c'est les autres qui râleront peut-être que j'ai pas dit comme ils voulaient, mais en tout cas, je vais peut-être pouvoir incarner cette parole que je voudrais entendre. Et au moment de la sortie du livre, bah, j'avais 50 000 abonnés, ce qui paraît dingue pour quelqu'un qui voulait pas faire de réseau. Si tu veux, pour te donner une idée, j'ai mis des semaines à comprendre qu'il fallait poster des carrés. C'est-à-dire que je m'évertuais à faire des dessins en format A4 et je comprenais pas pourquoi la page les coupait.
Et j'ai mis des semaines à comprendre ce que c'était qu'un hashtag. Alors maintenant, je maîtrise un certain nombre de trucs. Les réseaux sociaux, je les aime et je les déteste à la fois. Ils m'apportent beaucoup et en même temps, ils m'énervent. Mais pour le moment, je continue. C'est vrai que très rapidement, quand la page a pris de l'ampleur, je recevais tous les jours des demandes. J'avais l'impression qu'on me demandait en mariage, mais on me demandait en consultation. Bonjour docteur, où travaillez-vous? Je voudrais que vous soyez ma gynéco. Et je voulais surtout pas que les gens viennent à moi avec une pensée magique du genre cette gynéco-là, elle va être mieux que les autres ou elle saura mieux me soigner que les autres, parce que c'est pas vrai. Je suis une gynéco comme les autres et je fais pas mieux mon boulot que les autres. Et c'était important pour moi de rester anonyme. Donc c'est effectivement pour ça qu'au début je faisais tout masquer ou maquiller. Pour la promo du livre, j'ai dû me démasquer parce que les médias voulaient pas d'une Juju avec un masque ou voilà. Donc c'était encore une fois ce livre, c'était mon rêve, donc je voulais en assurer la promotion et j'ai accepté de me démasquer tout en restant anonyme. Donc je reste Juju, gynéco qui travaille dans 2 hôpitaux, mais je dis pas où je travaille. Je garde encore un tout petit peu d'anonymat. Sur les réseaux, je réponds pas, voire même maintenant, je bloque systématiquement les demandes de consultation. Les gens n'ont aucun filtre, c'est-à-dire que j'ai reçu une photo, elle a été probablement désespérée, elle saignait beaucoup, elle savait plus vers qui se tourner, mais elle m'a envoyé une photo du fond de sa culotte, quoi. Les gens, ils se rendent pas compte, je peux ouvrir mon Insta alors que j'ai mes enfants pas loin, je peux être en train de faire complètement autre chose, on n'envoie pas une photo de sa culotte aux gens, c'est tout. Non, non, on fait pas ça, quoi. Donc voilà, je bloque maintenant. Au début, ça me stressait. Je me disais, ah, mais cette personne, si je lui réponds pas, peut-être elle va se sentir mal, peut-être. En fait, non. Instagram, c'est pas un lieu de consultation, c'est pas un lieu d'échange d'informations privées médicales. Donc, je bloque systématiquement les messages et en fait, ça m'enlève beaucoup, beaucoup de charge mentale. Maintenant, je switch assez bien de la consultation à je fais une story, puis je retourne sur ma consultation. Ce qui est très compliqué, par contre, pour moi, c'est quand une patiente me reconnaît et qu'elle me dit en début de consultation, ah, mais ben, vous êtes Juju la Gigi. Et là, en général, je deviens rouge comme un phare et je leur dis, ben, en fait, non, là, je suis docteur machin, mais je suis pas Juju la Gigi pendant notre temps d'échange de consultation. Si vous voulez, on peut en parler après, mais je compartimente bien les choses. Et j'essaye de... Mais c'est vrai que ça me perturbe quand une patiente me reconnaît parce que j'ai l'impression qu'elle va, peut-être une fausse impression, attendre autre chose de moi que mon travail de docteur. Et que quand je suis à l'hôpital, ben, je fournis mon travail de docteur et je suis pas sur les réseaux. J'ai l'habitude de dire que j'entretiens avec l'hôpital public une sorte de relation un peu toxique. On s'aime, enfin en tout cas je l'aime, puis je le déteste, j'ai envie de le quitter, de tout plaquer, puis j'y reviens toujours. Donc c'est assez complexe. C'est dur aujourd'hui de travailler à l'hôpital public comme gynéco. Moi, j'ai une pratique qui est particulière puisque je suis à cheval entre une toute petite maternité qui fait environ 600 accouchements par an de niveau 1, c'est-à-dire qu'on prend que de la physiologie, des patientes à terme et sans complications. Et de l'autre côté, je travaille dans un gros CHU qui fait plus de 4000 naissances avec que de la pathologie maternelle, obstétricale et fétale. Donc vraiment une pratique en grand écart. Et d'un côté, on déborde, on a trop de travail, on n'a pas assez de place, on est tout le temps en train d'essayer de parer au plus pressé. Et de l'autre côté, on est hyper cocooning, hyper enveloppant, on a le temps de faire les choses, mais on n'est pas assez nombreux. Et donc, on doit enchaîner des heures à rallonge. On est tout le temps en train de chercher qui va pouvoir reprendre une garde parce que sinon, on va devoir fermer. Et ça, c'est compliqué. Je pense pas que ça va s'améliorer tout de suite. Il va falloir plusieurs années avant que ça aille mieux. Et effectivement, quand j'ai commencé mes études, il y avait déjà des choses complexes, mais c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression d'être tout le temps en crise. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grosse part de mon travail qui est de l'organisation, de l'administratif. Et il y a des jours où je me dis c'est passionnant parce que j'apprends encore des choses nouvelles. Je suis beaucoup en relation avec la direction, des choses que je faisais pas avant. Je savais même pas, quand tu es interne, tu n'as aucune notion que pour faire tourner un hôpital, c'est tout con, hein. Faut avoir pensé à commander tes spéculums et ton papier pour la table d'examen. Il va falloir que quelqu'un ait réparé le volet roulant de la pièce. Enfin, j'ai dit n'importe quoi. Il y a une direction qui gère des budgets. T'as pas conscience de tout ça. Tu es juste dans l'apprentissage du soin. Et puis, quand tu prends de la bouteille, tu vas rejoindre un petit peu ce côté organisationnel. Donc, d'un côté, c'est passionnant. Et de l'autre, il y a des jours où je me dis, non mais attends, j'ai pas fait médecine pour aller en réunion. Moi, j'ai fait médecine pour soigner des gens. Qu'est-ce que je fous là? Donc oui, ça m'interroge et c'est un peu l'histoire de ma vie. J'adore ce que je fais et en même temps, des fois, je me dis, à quoi bon? Pourquoi passer toutes ces heures à l'hôpital quand je pourrais être chez moi à faire autre chose? C'est vrai que je faisais partie de ces mamans qui n'étaient pas à la sortie de l'école, ni même à l'entrée à l'école. Du coup, les mamans que la maîtresse n'a jamais vues, tu vois. J'ai développé des stratégies pour que mes enfants, on passe du temps de qualité. C'est-à-dire que j'ai décidé de privilégier la qualité à la quantité. Et donc, quand je suis là, je suis que là.
Je faisais pas, je suis jamais sur mon téléphone avec eux et on faisait des trucs super. J'avais inventé un concept, c'est la journée secrète. Donc en maternelle, de temps en temps, je posais un jour, je leur faisais sécher l'école et on faisait un truc incroyable. Alors certes, j'avais pas été là à l'entrée et à la sortie de l'école de la semaine, sauf quand je sors de garde et que je suis un zombie. Mais de temps en temps, on avait une journée secrète et on allait faire un truc fou. On allait à Euro Disney ou on allait à la piscine et on mangeait au resto. Et ça, c'est des trucs dont ils gardent souvenir aujourd'hui et dont ils me reparlent comme d'un truc incroyable. Donc ça, c'est ce que j'ai pu développer. Et puis après, quand j'ai fait le livre, j'ai bossé moins à l'hôpital. Et donc, du coup, le temps de travail du livre me permettait d'aller à l'école. Et j'ai découvert un peu cette vie de maman. Et j'ai trouvé ça cool. Et eux, ils ont trouvé ça très cool. Il y a eu une année où j'ai fait quasiment aucune garde. Je bossais en mater la journée, mais je faisais pas de garde de nuit et de week-end. Et ce qui a été très compliqué, c'est le retour à la vie hospitalière avec le rythme effréné. Bon, bah, ils s'en remettent, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai des enfants qui, dès 3 mois, 4 mois, ont eu l'habitude que maman disparaisse pendant 24 heures et soit pas là, alors que c'est vrai que c'est pas ce que font la plupart des gens et ils s'en sont assez bien accommodés. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je pense que le jour où je serai plus émue par la magie de la naissance, c'est que j'aurai fait le tour et qu'il faudra que j'arrête. Ça m'arrive encore aujourd'hui, j'ai 41 ans, de pleurer sur une belle naissance, tu vois, et de faire genre d'essayer de cacher ma petite larme pour pas que les gens voient que je pleure avec eux, mais ça m'émeut toujours autant. C'est quand même incroyable. Les gens, quand ils vivent une naissance, c'est un événement incroyable dans leur vie. Moi, j'ai la chance de pouvoir voir ça et être présente dans ces moments-là plusieurs fois par jour. Tu te rends compte? C'est quand même... tout le monde ne peut pas avoir cette chance-là. Et c'est quelque chose de toujours aussi magique. Ce bébé qui sort, qui va tout à coup se mettre à crier, à respirer, à être au monde, l'accueil que peut réserver les parents à cet enfant qui est, heureusement, la plupart du temps, une grande émotion et beaucoup d'amour, je trouve qu'on est très privilégié de bosser en maternité. Oui, bon, il paraît qu'il ne faut pas parler de ces livres juste trop longtemps avant la sortie, mais c'est vrai que je ne sais pas tenir ma langue. Ce tome 2, c'était pensé déjà quand on a fait le tome 1, c'est-à-dire que le premier tome, c'est gynécologie. Le deuxième tome, c'est obstétrique. Tadam. Donc voilà, je travaille là-dessus. Les réseaux, j'ai envie de continuer à développer des choses. Je pense que j'ai pas encore fini de faire le tour de ce que je peux proposer aux réseaux sociaux. Et puis pour ce qui est de l'hôpital, puisque je n'ai pas du tout prévu de lâcher l'hôpital. Ça, c'est un peu l'avenir qui va nous dire comment ça s'écrit. Et pour le moment, c'est priorité petite mater, continuer à bosser à la petite mater et à offrir du soin aux gens. J'adore ce métier. Je suis contente de faire ça. Je pense qu'on est une profession en crise. Les gens n'ont plus envie de faire de l'obstétrique parce que c'est dur. Quand ils font médecine, ils s'orientent vers d'autres choses. Et même quand ils ont choisi la gynéco-obstétrique, on se rend compte que plus de la moitié de la promo va finalement aller faire autre chose à la fin. Soit s'installer en ville, soit faire que de la chirurgie, soit faire que de la PMA. Et des gens qui ont envie de faire de l'obstétrique, d'accompagner des accouchements difficiles, il y en a de moins en moins. Donc si par tout ce que je fais à côté, je peux donner envie aux gens de faire ce métier, alors j'aurais fait du bon boulot. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, partagez, commentez, c'est le meilleur moyen de me soutenir et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.